Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Jean-Baptiste Lissic, conteur, écrivain et coach nature. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benjamin. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à exercer ces différentes activités ? Des rencontres, la passion de ce que je fais, la passion de ce qui peut m'animer, et oui, les rencontres de la vie, les hasards de la vie, même s'il n'y a pas forcément de hasard en vivant les actions. Beaucoup d'amour aussi de faire. Quand je fais quelque chose, c'est vrai que j'y mets mes tripes. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus. Et puis vraiment d'agir, de vouloir faire évoluer les choses à mon petit niveau. Et qui peut, même petit, c'est semer des graines. Et essayer vraiment d'avancer, de faire dans ce qui me plaît, me trouver. Parce que c'est plein de... je fais plein d'actions, plein de bénévolat, et c'est vrai que tout ça, c'est plein de passions, plein de choses qui me donnent envie. Et à un moment donné, tu tentes une activité, une animation, et dans la vie, à un moment donné, tu te dis oh, mais ça fait écho avec ce que je peux faire là aussi, ça peut être génial, ça m'a beaucoup plu, et ça a beaucoup plu aux gens. Et parfois aussi on va se dévaloriser et dire mince, j'ai tenté et ça n'a pas forcément plu, et ça peut être le regard de l'autre ou un message d'une autre personne qui va justement nous pousser pour continuer. Et surtout dès qu'on est dans l'animation auprès d'enfants ou de parents, pour voir cette lumière dans les yeux des gens, c'est très sympa. Donc, voilà. Et est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu justement ces activités d'animation que tu proposes ? Quelles sont-elles ? Alors ça s'est fait avec le temps et ça s'enrichit de plus en plus. Ça peut être sur les thèmes du recyclage, avec un Tetris géant, avec des jeux en utilisant du carton, en utilisant du papier, toujours en essayant vraiment de prendre des choses dans la poubelle d'une mairie, dans la poubelle d'une école, des choses qui sont jetées, qui en fait peuvent servir pour fabriquer des jouets, fabriquer des objets décoratifs ou des jouets. On peut vraiment se rendre compte qu'on a de la richesse partout et qu'il suffit parfois d'un peu de rêve, un peu d'imagination pour créer. Et c'est ce que j'essaie de transmettre, de montrer aux gens, c'est que peu importe qui on est, on peut toujours faire, on peut toujours avancer, et même quand il y a une porte qui est fermée, on peut toujours essayer de passer à côté. Et il n'y a pas de je suis mauvais en chant, je suis mauvais en dessin, je suis... moi, par exemple, enfant, on m'a toujours dit que j'étais très mauvais en dessin. Et maintenant, arrivé à 35 ans, on me dit ah mais qu'est-ce que tu dessines bien, ah t'es autodidacte, t'as jamais pris de cours. Et la création, par exemple, on fait des créations végétales, donc des espèces, on prend de la terre, je vais mettre un peu de mousse autour avec des fleurs, et je vais créer des petites formes. Ça peut être l'emblème du village où je suis né, ça peut être un hibou, ça peut être une petite fée. Et ça, je vois que ça plaît aux gens. Et je vais rencontrer des enfants qui vont me dire mais non, mais moi je sais pas sculpter. Et en fait, ils vont mettre les mains dans la terre et d'eux-mêmes vont réaliser des choses. Et du coup, bah, moi, ça me fait vivre, ça me fait vibrer. Et je vois que les gens, surtout dans les ateliers parents-enfants, c'est magnifique. Avec les grands-parents aussi, c'est génial. Et il y a des personnes qui sont un peu isolées, qui ont l'impression que le contact avec la terre, ce que j'anime aussi au niveau on a créé une association qui s'appelle la Grénothèque,
Donc c'est au niveau de mon village, mais tous les gens aux alentours peuvent venir. Et on anime de la graine jusqu'à la jeune pousse, jusqu'à la germination. En passant, donc on essaie de respecter tous les cycles et de les voir, soit en un atelier, soit durant toute une année. Et donc forcément, on va avoir aussi de différents cycles. On va avoir le fruit ou le légume. On va avoir après la fleur. Cette fleur, suivant les espèces, si on la laisse se développer, on va pouvoir soit faire jouer le semencier, et qui est un métier. Donc c'est vraiment à tout un tas de processus à prendre en compte. Et ça peut être aussi pour les animaux derrière. Donc la fleur va nourrir, mais la graine aussi. Donc, et puis nous-mêmes, on peut consommer aussi certaines fleurs. Voilà, en gros, le type d'atelier. J'aime aussi écrire depuis très longtemps. C'était mon petit jardin secret. Et à un moment donné, le jardin secret, ça déborde des tiroirs et on se met à lire auprès des gens qui nous entourent. Et on voit qu'il y a un écho. Et du coup, c'est comme ça que moi, ça me nourrit aussi. Et voilà, le partage, pouvoir avancer comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler justement du livre que tu as écrit Alors j'ai écrit un livret, je me suis auto-édité avec c'est Coralie Garlac qui fait l'illustration. On a beaucoup d'auto-édition qui se fait très facilement sur internet. On n'a pas choisi la facilité parce que sinon c'est via des plateformes qui facilitent tout, mais qui généralement c'est du papier qui vient qui est absolument pas recyclé, où il n'y a pas d'effort au niveau de l'impression, au niveau de l'encre. Donc nous on est passé par un imprimeur du côté de Bordeaux. Et nous sommes en région parisienne. Donc ça s'est fait via la magie d'Internet et au téléphone. On a découvert un milieu, parce que l'auto-édition, c'est vraiment plein d'administratifs à prendre en compte. Mais en même temps, un plaisir de se surpasser, parce que c'est vrai que je pense pas être le seul. L'administratif, c'est pas ce qui plaît le plus, mais on a pu mettre en place un format qu'on aime bien. C'est pas le plus réussi des livrets, donc il y a 4-5 pages. Là-dedans, on va avoir une police qui va être très grande et un format spécifique pour vraiment c'est ce qu'on voulait. On s'est peut-être un peu enfermé là-dessus et du coup ça plaît pas à grand monde, mais on voulait vraiment un format qui plaise aux personnes malvoyantes et dyslexiques. Parce que moi, à l'école, j'ai croisé plusieurs enfants dyslexiques et c'est vrai qu'il y a peu d'ouvrages pour eux. Et à l'avenir, ce qu'on ferait, ce serait plutôt d'avoir un format en e-book et derrière, un livret, un livre avec une belle écriture, une belle police. Alors que là, ça fait plus les polices qu'on peut avoir dans certains journaux, les annonces, très gros, très grossiers. Mais sinon, ça reste un plaisir d'avoir pu faire ça. Et comment s'appelle du coup Ah oui. Cet ouvrage, c'est l'histoire du petit Zeus. C'est venu en discutant avec des enfants en animant, des enfants de mon village, toujours, avec l'idée de les faire rêver. Donc, c'est-à-dire que je suis parti dans le texte, on parle de la graine de l'érable, on va partir après sur la feuille du lierre grimpant, et elle va servir de bateau. Donc moi je vais partir avec une bouteille d'eau, ou sinon je vais demander à un autre adulte de m'accompagner et je vais le mettre à cet endroit-là, et on va mettre la feuille dessus. Donc il n'y a aucun personnage qui est mis dessus, mais moi je vais compter en même temps, je vais raconter l'histoire. Et on va suivre petit à petit dans la cour cette évolution, cette histoire. On va arriver après jusqu'au pied d'un saule.
Donc il y a tout un tas de péripéties qui se passent, bien évidemment. Et on va reproduire, alors avec, je ne sais pas si je peux citer un personnage, mais un petit personnage en plastique, un petit jouet. On va reproduire les empreintes de pas sur le sol. Et quand les enfants vont arriver au pied de cet arbre, moi j'aurais fait une petite porte avec quelques morceaux de planche recyclés. Et les enfants vont vraiment rentrer dedans en voyant toutes ces petites empreintes. Ils vont vraiment croire que qu'il y a eu un personnage, parce que c'est un tout petit personnage style lilliputien un peu, qui a été abandonné dans la cour de l'école par ses parents, dû à une tempête. Ils se sont retrouvés séparés. Et lui, il doit retourner jusqu'à chez lui par ses propres besoins. Enfin, c'est aussi au niveau des saisons, donc ça se passe en automne, c'est à l'arrivée des feuilles, on a un grand marronnier, on a la chance d'avoir un immense marronnier dans la cour de l'école. Donc voilà, je me suis servi des bugs, des marrons, le personnage s'abrite là-dessous. Et les enfants, c'est vrai que instinctivement, ils se jetaient les bugs sur eux. Et là, d'avoir cette histoire, ils se mettaient à plus faire attention sur ce qu'ils avaient autour d'eux. Et voilà. Il y a cette conscience de la nature que je perçois et que j'entends quand tu partages cette passion. Pour revenir un peu sur la Grainothèque dont tu as parlé, est-ce que tu pourrais revenir en fait sur les missions en fait de cette association et les actions que vous menez? L'idée, c'est vraiment comme pour les enfants et les contes, c'est vraiment de reconnecter à la nature et de découvrir les différents cycles naturels. Ça s'est fait avec la rencontre d'une mère d'élèves, Séverine, qui je passe le bonjour. Et elle avait comme idée, en passion, de faire une association autour de la permaculture. Et après, elle a décidé de créer une grainothèque, parce que c'est vrai que c'est ce qui se fait beaucoup dans le coin. Et en même temps, on s'est dit, mais ce serait dommage de ne pas mélanger les deux. D'animer des ateliers autour de la permaculture, auprès de donc intergénérationnel, hein. Ça peut être une personne seule, ça peut être une personne avec ses enfants, ou les cousins. Et donc on voulait un format aussi, et c'est ce qu'on a pu faire, un format familial. Donc c'est-à-dire que t'arrives, t'as 20 € d'adhésion. Et ces 20 € vont payer un pack de graines. Nous, on achète en gros, et puis après, on fait juste dans le détail, donc on fait aucun bénéfice, mais on n'a que des graines reproductibles, et qui vont pouvoir suivre les ateliers durant l'année, et montrer aux gens comment après refaire leur propre semence. C'est pas nous qui les faisons, hein, on leur montre comment pouvoir avoir un minimum d'autonomie sur le sujet. Et ce qui n'empêche pas après aussi de justement prendre conscience du travail du semencier ou du producteur, et du coup d'aller voir surtout et de soutenir les producteurs locaux. Mais on a réussi à mettre en place ça, donc ça fait depuis septembre. Ça fait 2 ans que c'est en préparation quand même, donc c'est un petit bébé qu'on va prendre jour. Et on a pu, dans le jardin, j'animais un jardin juste à côté de l'école, et symboliquement, on est juste à côté de la bibliothèque du village. Donc je pense qu'ouvrir des livres et ouvrir un livre sur la nature, tout se lie. Et il y a plein de zones où on va se servir des principes de la permanence. Donc c'est-à-dire qu'on va arriver, on a un mur qui est déjà présent, donc on va une fois que les gens ont adhéré, il va y avoir des ateliers. Donc ils vont pas juste venir adhérer et prendre des graines, ils vont aussi assister à des ateliers qui seront à près de 5 € par famille. Donc tu peux avoir un adulte ou deux parents qui viennent avec 3-4 enfants, c'est 5 € pour 1h30, 2 heures. À savoir que on va toujours essayer d'avoir des ateliers qui vont vraiment être intergénérationnels, pour parler à tous.
ça peut aller de la couverture du sol, le paillage, comment cultiver avec les plantes sauvages, tout un tas de choses qui nous tiennent à cœur. Et puis bien évidemment autour de la graine. Comment semer, comment reprendre refaire ses semences d'une année sur l'autre. Et il y a plein d'espèces qui sont qui sont très spécifiques. Et on va montrer comment faire, par exemple pour la cucurbitacée, il y a beaucoup de petites problématiques. Et nous, on va pouvoir montrer comment faire et comment éviter soit justement de ne pas aller à multiplier le nombre de cultures, le nombre de semences qu'on va vouloir faire, et d'essayer sans aller dans une autonomie alimentaire, mais de vraiment se faire plaisir et de multiplier le champ des possibles. Parce que par exemple, pour les cucurbitacées, tu me parlais un petit peu avant qu'il y avait certaines spécificités par rapport à la reproduction et des croisements possibles. Est-ce que tu pourrais juste développer un peu? Je trouve ça super intéressant. On a une mode qui est de refaire ses semences, et il y a beaucoup de personnes qui pensent que des variétés anciennes... J'achète une variété ancienne chez mon producteur, même si c'est en bio, et je vais récolter les graines, et je vais faire pareil avec la même façon que je vais pouvoir faire avec des tomates. Je vais mettre de côté, je vais respecter le protocole de les faire sécher bien comme il faut. Sauf que l'hybridation est très aisée et courante, voire parfois ça peut même être automatique suivant certaines cultures. Et donc refaire la même variété, c'est complexe. C'est vraiment un métier, le semencier. Et donc pas confondre le travail du jardinier, du permaculteur, du producteur, avec celui de semencier. Nous, on va essayer de montrer ce qu'on peut faire pour se faciliter, pour utiliser ce que nous donne la nature. Mais après, il y a aussi des modes, comme la mode des buts en permaculture, qui en fait n'est pas automatique. Il y a une espèce d'automatisation de tiens, il y a une solution, ce sera la seule, alors qu'en fait il y a peut-être à multiplier les solutions, multiplier le savoir, multiplier l'alimentation, pas se concentrer que sur une espèce. L'ortie c'est formidable, mais à haute dose ce sera néfaste, comme plein de choses, plein de fruits, plein de légumes. Plus on va multiplier, pour moi, plus on va aussi améliorer notre flore, notre biotope. C'est pareil aussi pour la nature. Et en fait, il y a peut-être un lien aussi là-dessus. Voilà. Ouais, moi qui suis passionné de nutrition, c'est sûr que plus on diversifie, plus on aura des apports riches. Et puis tout ce qui vient évidemment des plantes sauvages ou autres. Puis il y a certaines choses bonnes à savoir quand on récolte. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, parce que tu t'es formé du coup à beaucoup d'approches, permaculture, plantes sauvages, il y a beaucoup de choses que tu connais bien. Comment tu en es venu toi finalement à approfondir et expérimenter toutes ces choses en lien vraiment avec la nature et les connaissances anciennes? Alors à la base, je suis un grand timide, donc je me renseignais beaucoup, j'ai fait beaucoup de formations, de chantiers participatifs. Je venais sur place, et d'ailleurs dans l'association Agrénothèque, on met ça aussi en place, généralement l'après-midi, le samedi après-midi, on met en place un chantier participatif gratuit pour tous, comme ça ceux qui n'ont pas pu mettre même 5 € peuvent voir. Et moi c'est comme ça que j'ai appris, dans le partage, dans l'échange. À un moment donné, on se fait rémunérer parce qu'il y a aussi une réalité de pouvoir vivre dans ce monde avec des factures. Mais ce qui, moi, m'a animé, m'a fait vivre, m'a amené petit à petit à partager avec les autres, à faire, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, de voir qu'en fait j'étais souvent dans mon cocon,
enfermé dans quelque chose qui était maladif, qui était vraiment mais très timide. Je m'enfermais, c'est pour ça que je fumais, je me mettais dans mon coin, et on me voyait pas, je cultivais, je faisais voilà mon petit truc, et à un moment donné, les rencontres de la vie font que j'avais un terrain dans un village voisin, et le maire est passé, parce qu'il se demandait ce qu'on faisait. Il nous voyait toujours, parce qu'il y a un monsieur qui me prêtait son terrain, et Lionel, à qui je passe le bonjour aussi, et qui lui reproduit des mares et des milieux humides dans des zones qui ont été euh, cultivées, mais avant c'était d'anciennes mares. Donc lui il essaie de remettre ça en place, et on croise le maire du village qui est une personne importante dans les communautés de communes aussi, et qui, en voyant ça, donc on lui fait visiter forcément, il a entendu parler de nous, et en voyant ça, il a commencé à me dire ce serait super, faites venir les enfants. De là, j'ai des amis aussi qui sont venus avec leurs enfants, ils ont fait tiens, on va venir voir. Après, j'ai aussi les parents de ces enfants, parce que ça a plu aux animateurs, ça a commencé à plaire à l'école, donc j'ai aussi quelques parents qui sont venus me voir. Moi, c'est le village voisin. On parle, c'est vraiment campagnard, on parle de village en village. Mais moi, j'y allais tout le temps, 5 km à pied à peu près. Et le village où moi je suis né a commencé à en entendre parler. La mairesse, qui m'a toujours soutenu pour d'autres projets, m'a demandé d'agir auprès du centre aéré. Et à l'époque, il y avait, ça existait encore, c'était les activités périscolaires qui commençaient à se mettre en place. Et moi, on m'a demandé du coup d'agir avec un... Donc il a fallu que je me sente légitime aussi, avec un prof de taekwondo, une animatrice de yoga pour enfants. Donc je me suis retrouvé là-dedans. Et une autre personne qui faisait tout ce qui était décoratif, animation traditionnelle. Et je me suis retrouvé vraiment plongé là-dedans, à partager ma passion et à devoir 2-3 fois par semaine créer des produits. Parce qu'à un moment donné, on a une passion, mais quand on se retrouve dans le bain à devoir animer plusieurs fois par semaine des choses différentes et avec un public qui est forcément exigeant, parce que c'est l'enfant, donc faut multiplier. Si on arrive juste avec une idée en se disant tiens, ce projet-là, ce sera suffisant, j'ai un produit qui est, je sais pas, je dis des bêtises, mais de faire un bonhomme avec des branches qui ont été coupées par le gars de champêtre, et moi, c'est très bien, mais je vais en avoir la moitié des enfants qui vont pas vouloir faire ce jouet, qui vont vouloir faire d'autres choses. Donc comment animer, comment montrer la passion de la nature, et aussi parfois, moi, ce qui m'a amené à ça, je suis long, hein, mais je réponds à la question aussi, mais j'y viens, c'est aussi parfois des petites choses qui peuvent me révolter dans ce que je peux voir. Et plutôt que de rester dans cette énergie un peu de colère, de révolte, de me dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Il y a moins d'oiseaux, il y a tout un tas de choses à faire. Et qu'est-ce que je peux faire? Je vais créer une association sur... à la base, on voulait pas créer une association, mais ça s'est fait comme ça. Et du coup, on va créer des ateliers parents-enfants, donc tous les dimanches, que j'anime aussi, sur création de nichoirs. Mais bien évidemment, avec des enfants, tu vas pas faire que de la découpe, même si c'est très bien de revenir à du manuel, de la découpe avec des scies, comment mettre des gants, comment faire des boules de graisse, avec des graines justement de plantes sauvages, ou du potager. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans un cycle et voir qu'en fait les oiseaux, c'est aussi des saisons. C'est aussi des choses à respecter. Ça peut être aussi dans ce qui est volant, on va avoir ça peut être des rapaces, ça peut être des chauves-souris. Et à chaque fois, si tu veux, pour répondre à ta question, il y a un fil conducteur, et à chaque fois, on se rend compte que il n'y a pas
Il n'y a pas que moi en tant qu'humain qui vais donner un cours, c'est aussi interactif et vivant, un peu comme cette interview, et d'aller vers ses passions et vers les choses dont il y a besoin, de faire, dont il y a besoin d'agir. Et si on se sent légitime pour faire une action, montrer aux gens qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut se faire du bien, qu'on peut moins consommer, qu'on peut, au niveau des fruits et légumes, avoir quelque chose de frais et de saison. Et tout bête, ça me fait penser à quand j'animais, on me parlait des cantines. Donc moi, on m'avait demandé au niveau de la mairie de faire des ateliers au niveau des déchets. Et quand on arrive, à un moment donné, j'ai fait un remplacement dans une cantine. Et les enfants qui sont présents, ils ont entendu mon discours, ils sont prêts, eux, ils sont très ouverts. Mais derrière, les adultes, eux, font jeter tous les déchets du repas, le font jeter dans la poubelle. Ils font tout mélanger ensemble. Et il y a un enfant qui a entendu, Lucas, qui savait que moi j'allais réagir là-dessus, qui me dit: attends Jean-Baptiste, je sais très bien ce que tu vas dire, mais nous on peut pas tout mettre d'un côté de l'autre, parce que là on met tout dans la même poubelle, c'est ce qu'on nous a toujours montré. Et donc de là, de ce petit côté de dire, mais il y a des petits couacs, il y a des petites choses qui manquent, plutôt que d'être en contre, j'ai continué mes ateliers et je me suis mis à faire des choses pour recycler, pour montrer qu'avec des pots je dis des bêtises, mais des pots de yaourt, on peut faire des jouets, on peut faire une petite lampe, on peut faire plein de choses avec une bouteille, avec une bouteille en plastique, on peut créer des... ça, c'était ma collègue qui a fait ça, c'était très intéressant. Elle avait fait des petites éoliennes. Donc si jamais tu vas plus loin, alors après pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu tout faire, mais si tu reprends un vieux vélo, une chaîne de vélo, tu te sers de ton éolienne juste pour pouvoir arroser ou faire une petite pompe à eau dans ton jardin, les enfants ils trouvent ça formidable. Là c'était déjà super, ils ont adoré. Mais le chemin des possibles, il y a de quoi faire plein de choses. En fait, avec la quantité de déchets qu'on génère, il y a aussi une quantité, au niveau de la créativité possible, comme tu disais, il y a un champ des possibles qui est immense, et on peut du coup réutiliser beaucoup de choses, et aussi, comme tu disais, peut-être aussi relocaliser son alimentation. Par toi qui a ces connaissances-là beaucoup sur les plantes sauvages et autres, peut-être que tu pourras en parler. Comment est-ce que, selon toi, on pourrait aussi retourner plus vers le local et le nourrissant, et accessible à tous en fait? La première chose qui me vient en tête, c'est le savoir. Plus on est dans le savoir, plus on va pouvoir faire. Il y a beaucoup trop... On a beau avoir la technologie, une réponse rapide, je vais sur mon téléphone, je vais chercher sur internet et ça me vient de suite. Mais le fait d'observer, ça on ne sait plus observer. On ne sait plus sur quoi on marche. Les plantes sauvages, c'est ça, c'est formidable. On en est à je sais pas combien de confinements, mais les gens vont dire mais oui, mais ça nous coûte cher en fruits et en légumes, mais on peut pas forcément manger que ça, mais on peut aussi se nourrir. Tous ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ne vont pas forcément s'occuper de ça. Ils veulent de la pelouse, de l'herbe, parce qu'ils n'ont pas ce savoir. Plus on est dans le savoir et dans la conscience, plus on va pouvoir se faire plaisir. Donc ça peut être... on peut avoir une évolution par l'économie, parce qu'on va forcément faire une économie si on mange ce qu'on a dans notre jardin, mais aussi un plaisir. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai cueilli. C'est revenir à des petites choses ancestrales qui nous animent, qui sont souvent enfouies. On a l'impression qu'on est préhistorique, alors qu'en fait, non, ça peut être très moderne de cueillir. Et pour moi, il y a aussi l'enfant. Un enfant, pour lui, ça va pas être sale de manger de l'ortie, ça va pas être... Si du moment que tu lui dis comment faire, comment cuisiner, et que ça peut servir de biotope pour tout un tas d'espèces,
l'enfant va pouvoir passer un message. Moi, c'est pas ce que je veux. Je suis pas là en train de leur dire dites à vos grands-parents ou à vos parents de faire. Mais par contre, d'eux-mêmes, ça va être une espèce de livre ouvert. Parce qu'une fois que tu auras transmis un certain savoir, un adulte qui va arriver pour te dire non, ça c'est des mauvaises herbes, l'enfant, certes, il aura ce mot-là aussi, mais il aura aussi plante sauvage, qui est une plante adaptée qui va permettre de nourrir. Et pour tout ce qui est local, légumes et autres, quand on te dit mais tel agriculteur ou tel maraîcher, c'est problématique, c'est cher. Je préfère aller acheter, regardez, j'ai mon kilo de carottes à 1 euro, je suis très ravi, alors que l'autre il est à 1,30 €, vous vous rendez compte, c'est énorme, alors qu'il est juste à côté. Et en fait, on se rend pas compte que si au niveau de l'alimentation on prend du recul et qu'on est capable de mettre ces 30 centimes ou 50 centimes de plus, on va peut-être avoir au niveau nutriments, au niveau aussi une économie, peut-être aussi au niveau de l'essence, parce que s'il est juste à côté, je n'aurais pas à aller dans cette grande surface, et que moi-même je vais peut-être me faire un peu plus de bien, et aussi au niveau du goût, parce que le goût, les nutriments, l'alimentation, si on prend conscience que ce qu'on peut maximum faire soi-même, et je comprends aussi les problématiques modernes qui sont de vouloir absolument aller vite, de ne pas s'arrêter, j'ai des enfants à nourrir, il faut absolument que je fasse les repas, les cuisiner, je vais rester sur les carottes, mais les cuisiner les carottes, les faire râper moi-même, c'est bien, je préfère acheter le paquet. Et moi, l'évolution que je vois autour de moi, et auprès de personnes qui sont pas du tout dans cet état d'esprit, ça se fait généralement par l'enfant. Beaucoup, soit des grands-parents, soit les parents directement, ou les frères ou sœurs. Déjà pour le bonheur, parce qu'on veut le bonheur de l'autre. Et aussi parce qu'on va se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça que de faire. Et aussi, on est souvent en train de dire ah, il est turbulent, il est toujours en train d'agir. Mais si on lui montre de faire autre que être sur du numérique, qui à la base pourrait peut-être être bien, mais si on fait que ça, il n'y a pas d'équilibre. Et si on montre qu'on peut jardiner, qu'on peut mettre les mains dans la terre, même dans un appartement, là je suis de plus en plus là-dessus, de développer la communication pour faire en appartement ou dans des zones pauvres. Si tu as du bitume qui est en face de toi et que tu vis qu'avec du bitume, il y a quelque chose qui va te manquer, ce lien avec la terre. Et toi, tu vas te faire du bien dans ta tête, et du coup, parents, enfants, peuvent se faire du bien en travaillant un petit peu la terre, et même dans un bac, même si c'est tout bête, mais même si tu as un petit bac, si tu as des petits pots, tu peux cultiver tes aromates, et tu as une odeur, tu as quelque chose, tu as des abeilles qui peuvent venir à ton balcon même si tu es au 4e étage, et revenir à une petite essence. Et du coup, c'est des graines qui sont semées, mais je pense qu'on de par l'enfant, de par une envie de travailler avec, une envie de montrer, on peut changer beaucoup. On peut faire. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi nos dirigeants, les politiques. Mais généralement, moi, dans ce que je vois, dans tous les contacts que j'ai de plus en plus au niveau associatif, c'est l'enfant. Si tu fais une animation auprès des enfants, tu vas être suivi. Si tu dis j'ai envie de partager tel maraîcher, il fait ses produits, c'est génial, il est en permaculture, vous vous rendez compte, il utilise aucun produit, il n'utilise pas d'essence, on va faire très bien. Et voilà, il n'y aura pas forcément de suite. Alors que si j'arrive avec pédagogiquement, genre on va parler des abeilles, vous vous rendez compte, les enfants ne savent même plus ce qu'ils observent, ce qu'ils ont en face d'eux, ce qu'ils peuvent manger. Et même si de plus en plus il y a une ouverture qui se fait, pour moi ça se fait énormément, essentiellement par l'enfant. C'est pas pour ça qu'entre adultes on va pas du coup y venir, mais généralement si ton petit frère vient te dire, ou si ton fils vient te dire, ou ta fille, j'ai cultivé des tomates,
tu seras peut-être plus amène à vouloir la goûter que si c'est toi qui va devoir faire, qui va devoir arroser et faire. Alors que si on fait à plusieurs, il y a une ouverture, je pense, qui se fait plus facilement. Et les politiques, c'est exactement pareil. Parce qu'ils voient et les industriels aussi, s'ils voient qu'il y a une envie et un besoin, et qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande, ils vont réagir. Et oui, j'ai répété plusieurs fois ce mot-là, mais oui, l'enfant. Donc l'enfant, pour moi, c'est jusqu'à 18 ans, hein. Même plus. Hein. Ça reste des enfants, ça reste des jeunes. De mon regard, c'est des petits bouts qui s'ouvrent, même quand ils ont 17 ans, qui font les grands. Quand tu les mets face à leur propre récolte, et tu vois des pépites dans leurs yeux. Ils sont là, c'est des mômes. Après, c'est pareil aussi parfois pour certains adultes, mais de pouvoir revenir à du local, à quelque chose de... Et puis parfois dans les plats, le goût. On a une génération où quand même, je répète, 35 ans, on y revient énormément. On voit par plein d'émissions de cuisine, plein de podcasts, plein de vidéos sur YouTube, de personnes engagées qui font. Mais le goût revient de plus en plus, mais on a quand même, on part de loin là maintenant. On est arrivé dans l'absurde de plein de choses, de l'emballage d'une orange qui sera épluchée. Ou dans l'emballage d'une orange qui ne sera pas épluchée, on oublie que les fruits, leur emballage est naturel. De plein de choses. Au niveau du goût, on va te rajouter du sucre et du sel partout. Et en fait, dans le cru, je crois dans ton projet aussi que tu souhaites faire, venir à prendre juste une feuille, à la goûter dans son propre jardin ou dans le jardin de quelqu'un quand on va venir visiter. Moi, c'est comme ça aussi que ça a parlé aux gens, c'est que gratuitement, je faisais, et je continue à faire ça de temps en temps, c'est faire visiter mes terrains, ma façon de faire. Donc gratuitement, j'avais pas de page Facebook, là j'en ai créé une, mais j'avais pas forcément de moyens de communication. Et pourtant, en comptant les enfants de l'école et des écoles voisines, une première fois, donc il y a un premier terrain, je suis arrivé à plus de 250 visiteurs sur 2 ans. Et là, je dois en être à plus de 400. Donc en comptant les parents, en comptant tout un tas de gens qui viennent, des associations qui viennent me voir. Et ça, sans faire de com, à part peut-être les réseaux sociaux, des petites choses. Mais c'est beaucoup les gens qui en parlent, c'est beaucoup du bouche à oreille. Et ça éveille, ça montre que le champ des possibles, qu'on peut faire des choses, qu'on peut animer, qu'on peut... même dans un petit village ou en ville, on peut faire quelque chose. Parce que je me suis aussi déplacé de temps en temps en ville. Faire un design en permaculture dans son jardin, on a l'impression que c'est compliqué. Et on a aussi ce petit truc de vouloir mettre du géotextile partout, parce que la mauvaise herbe, il faut surtout pas de mauvaise herbe. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce concept de mauvaise herbe C'est très très vaste, hein. Je sais pas si on va avoir assez de temps. Je pense la nature, on l'a beaucoup mise dans des cases, une espèce de chose à dompter et qui peut être très dangereuse pour nous. Alors bien évidemment, même dans les plantes sauvages, donc moi je dis plantes sauvages, on peut dire adventices aussi. Parce que pour moi, il n'y a rien de mauvais dans la mauvaise herbe. Ça va juste être une possibilité de se dédouaner et de se dire tiens, j'ai brûlé, j'ai utilisé un brûleur, j'ai utilisé divers produits parce que c'était nécessaire. Alors qu'en fait, quand on comprend le fonctionnement de tout un tas de plantes de la nature, ces plantes déjà sont essentielles pour tout un tas de biotopes, mais aussi pour nous, et parfois, et même souvent, pour notre potager. Si je vais éradiquer tous les... Parce que c'est un peu ça, c'est l'ennemi, hein, ça devient un ennemi. Si je vais virer toutes ces plantes sauvages qui ont tendance justement à pas pouvoir être domptées, parce qu'elles vont revenir, et moi quand je vais mettre des produits ou quand je vais essayer de les éradiquer, elles vont revenir très facilement. Parce qu'elles sont très résistantes et adaptées. En général, ça dépend lesquelles, mais
En général, celle qui dérange les jardiniers, c'est ça. Et donc on va avoir une présence de plantes sur un potager, sur un jardin, qui vont déranger, alors qu'en fait, si on regarde et qu'on se met à connaître, à savoir, il n'y a rien de mauvais, il n'y a aucune mauvaise herbe. Si une plante est néfaste dans la consommation, pour nous, elle peut être très bénéfique pour tout un tas d'abeilles. Et donc, des pollinisateurs pour ses légumes et ses fruits. Toutes les choses qu'on veut. Toutes les choses qu'on veut, dont on veut se nourrir, dont on n'arrête pas de nous parler de protéger l'environnement, c'est pas forcément que ce que je vais avoir comme récolte, c'est aussi ce qu'il y a autour. Ça peut nous permettre aussi à nous-mêmes d'améliorer énormément notre alimentation. Et aussi, on va avoir une grande chance de pouvoir s'en servir comme allié. Par exemple, tu as des plantes qui vont pouvoir enrichir ton sol, qui vont pouvoir servir de couvre-sol naturel. L'achillée millefeuille. J'adore de plus en plus. Moi, j'ai eu des problèmes avec la pelouse chez mes parents, et il y avait, c'est un petit exemple là, mais il y avait la pelouse qui était cramée à certains endroits. L'achillée millefeuille prend ses aises. Donc moi, je peux la consommer comme toute chose avec modération, mais je vais m'en servir aussi pour marcher dessus. Et quand je suis pieds nus dessus, ça me fait un tapis comparé à une pelouse, même sauvage, parce que nous on la laisse comme ça, on la laisse pousser. Mais l'achillée, qu'est-ce que ça fait un bien fou. Alors faut couper, faut pas hésiter à passer dessus. Couper, on peut la tailler, ça se taille très bien. Et en même temps, ce qu'on va tailler, on va pouvoir s'en servir aussi comme couverture de sol, comme paillage. Donc ça peut être un paillage vivant, ou aussi un paillage qui va nous permettre d'amener tout un tas de nutriments au niveau de notre potager. Et c'est aussi très très mellifère. Quand on laisse monter les fleurs, on peut s'en servir en tisane, en cuisine, plein de choses. Ça, des exemples comme ça, je pourrais en avoir des dizaines et des dizaines de choses auxquelles on va se dire, ah ouais, mais là j'ai un ennemi, c'est une mauvaise herbe, c'est en train de... J'ai mis, je vais dire des bêtises, j'ai mis des tomates et des courgettes, ah ouais, mais voilà, j'ai encore des kénopodes qui viennent. Après, faut-il encore savoir ce qu'est un kénopode, mais c'est de la famille des épinards, si je dis pas de bêtises. Et les kénopodes blancs, c'est un délice, alors que ce soit cru ou cuit, c'est vraiment un plaisir gustatif auquel on risque de se priver si on l'arrache. Parce que généralement c'est ça, je connais pas, j'arrache. Et en fait, plus les gens vont connaître, plus les gens vont avoir ce savoir du fait que cette plante est bonne pour eux, mais aussi avec modération, mais comme plein de choses, comme plein de légumes. Et aussi parfois pour les animaux. On peut avoir une connexion qui va se faire avec certaines personnes vis-à-vis de nourrir leurs lapins, leurs rongeurs, du bétail. Parfois, il y a des choses on appelle mauvaises herbes, alors qu'en fait, mais pour moi, il n'y en a aucune, parce qu'elles peuvent, très souvent, pas toutes, bien évidemment, il faut les connaître, mais elles peuvent nous nourrir autour de nous, elles peuvent servir d'alliés, elles peuvent permettre, donc je sais pas si j'ai expliqué ce qu'est un couvre-sol ou un paillage, mais ça permet en gros, hein, je simplifie, mais de garder l'humidité au pied d'une culture. C'est idéal aussi, moi en tout ce qui est culture, tout ce qui est couvre-sol vivant, c'est idéal aussi au pied des fruitiers.
Donc c'est des plantes sauvages, plutôt que d'arriver mettre du BRF ou différents autres types de couvre-sol pour garder l'humidité, pour empêcher d'avoir d'autres adventices, donc d'autres plantes sauvages qui pourraient venir et d'avoir trop à désherber. Ben, on peut peut-être laisser aussi parfois faire la nature et s'en inspirer aussi. Et on peut faire des décoctions avec aussi. On peut faire pour son jardin. On peut faire s'en servir pour enrichir un compost. Euh, le champ des possibles, quand on se met à connaître notre environnement, et d'ailleurs on le connaît jamais suffisamment, pour moi, on en découvre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que même si tu as 120 ans, si tu observes, tu auras toujours à en découvrir. Tu auras toujours des choses à découvrir. Puis une évolution suivant les saisons qui est formidable. Les plantes sauvages, c'est quelque chose qui est beaucoup trop délaissé. Et notamment sous nos latitudes où en fait on pense fruits et légumes qu'on trouve chez le marché, mais de quoi nous nourrir ou nous soigner, ou nous aider du moins, il y a une multitude de plantes on en revient au champ des possibles qui est énorme. Et les anciens le savaient, donc il y a peut-être un équilibre à trouver entre ce qui est maintenant avec médicamentisation, je sais pas dire le mot, excusez-moi, mais une utilisation trop abondante de médicaments, avec peut-être un équilibre y a des plantes qui peuvent m'aider, qui vont peut-être pas servir de médicaments parce qu'il faut quand même avoir une posologie avec des grammages, des choses précises, et puis aussi suivant notre système de santé. Mais on peut peut-être avoir un peu plus d'herboristes qui reviendraient de nos jours, une utilisation de ce qu'on a sous nos pieds, plutôt que de choses qui viennent, qu'on traversé l'autre bout de l'océan. Et peut-être revenir un peu à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a en face de nous, qu'est-ce que je vais faire comme action, plutôt que de la faire, de vouloir être vite. On peut être très rapide dans un jardin, dans une culture, en voulant désherber, en voulant faire, mais peut-être en réfléchissant un peu qu'est-ce qu'on va retirer et qu'est-ce qu'on va amener derrière. Parce que si on la retire, c'est très bien, mais c'est comme le sujet des limaces. Voilà. Il y a plein de choses à dire, comme quoi c'est néfaste, c'est mauvais, alors qu'en fait, je vous invite à regarder la vidéo d'Hervé Kov, qui est magnifique, sur la gestion, ou ses livres, sur la gestion holistique des limaces. Parce que voilà, on découvre des choses, en fait, on se dit, depuis tout petit, on m'a dit que ça, c'est vraiment limite le mal absolu dans le jardin, alors qu'en fait, ça peut être très bénéfique, notamment avec les enzymes qui sont présentes dans la salive, tout un tas de choses. Et puis pareil pour tous les gastéropodes, en fait, on se rend compte que on en fait des ennemis, alors qu'en fait ça peut parfois être des alliés. Et puis ils ont leur place. C'est pas parce qu'ils vont manger mes plants de salade que je peux pas en faire plus et que je peux pas moi me nourrir. Et puis que ils peuvent pas avoir leur place. Bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand tu es maraîcher, quand tu dois en vivre financièrement. Mais il y a quand même là aussi des choses qui peuvent se faire pour éviter d'avoir à se dire tiens, c'est mes ennemis. Surtout quand on comprend le processus, qu'en fait, plus on va les chasser, plus elles risquent de venir les années d'après. Et qu'on risque de ramener, vu l'odorat développé, on risque de ramener toutes les limaces du quartier. Donc on va se dire tiens, c'est génial, j'ai mis tel piège, telle chose. Qu'en fait on a fait quelque chose qui est vraiment nocif et du coup toute une chaîne alimentaire qui est déséquilibrée. Voilà, connaître un peu ce qu'on fait avant de le faire. Ce serait peut-être ce que j'essaie de transmettre. C'est passionnant le rôle de la faune et de la flore sur un environnement et un espace. Et comme quoi, du coup, par exemple, les limaces reflètent une certaine particularité du terrain ou de ces choses-là. Et puis c'est la même chose pour les plantes, finalement. Il y a certaines plantes qui
les plantes sauvages qui peuvent être nourricières, certaines qui peuvent avoir des vertus médicinales, d'autres qui vont avoir On va dire bio-indicatrice. voilà, aussi. bioindicatrices ou bioaccumulatrices. Est-ce que tu vas en parler peut-être justement de ça? Alors, dans mon approche, moi, ce que j'essaie dans les animations qu'on peut faire, les plantes, en général, on essaie de voir avant d'agir. Donc, parfois, les gens n'assistent pas à tous les ateliers. Donc souvent, on y revient. Mais les questions qui viennent, c'est très souvent, mais moi, je suis envahi de telle plante. Comment faire? Pourquoi? Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de plantes mauvaises herbes, entre guillemets, de plantes sauvages, qui sont présentes justement pour un type de sol, pour une pollution qu'il y a pu y avoir, une exploitation aussi. Ça peut être, ça me vient comme ça, mais le rumex. Ah, j'ai plein de rumex, mais beaucoup de matière fécale animale. Il y a plein de plantes. Quand on se met à les connaître, on voit qu'en fait, il y a des sols tassés. Le plantain. Plantain, c'est dernièrement, je me suis amusé à ça avec les enfants et les parents des ateliers. Et la zone où je suis, c'est à côté d'une bibliothèque. Et en même temps, il y a une cour où il y avait l'ancien centre aéré. Donc là où il y avait plein d'enfants, ça courait. Et le plantain, normalement, c'est signe d'un pâturage ou d'un pré où il y a eu énormément de tassements. Et là, quel est le tassement, quel est le piétinement qu'il y a pu y avoir? Quel type de troupeau est-ce qu'on a pu avoir? C'est qu'il y a eu un troupeau, c'est qu'il n'y a pas eu juste une bête. Hein. Quand il y a énormément de plantains sur un lieu, c'est que voilà, c'est vraiment indicateur. Et en fait, les parents trouvaient, les enfants ne voyaient pas, alors qu'ils y avaient été pendant plusieurs années. Et donc ce troupeau, c'était un troupeau d'enfants qu'avait Ellie domicile. Donc de voir que notre impact, au final, même sans le vouloir, peut être lu par des plantes, par tel ou tel type de plante, la nature de notre sol. Et donc si j'arrive en me disant bah, tiens le plantain je vais le virer, je vais tout retourner, déjà si on retourne il y a un sol qui se met en place. Et nous on avait vu aussi, ça me fait penser, autour de ce plantain, parce que là c'est fermé pour le centre aéré est fermé, donc les dizaines et dizaines d'enfants qui couraient là et qui jouaient au foot, qui venaient toujours au même endroit ne viennent plus sur ce terrain. Et là on voit tout un tas de cumulus, en plus c'est la saison, qui se font par les vers de terre. Donc on voit que la vie est en train de se remettre en place, que le sol est de lui-même en train de se décompacter. Voilà, qu'il y a d'autres plantes qui commencent à arriver aussi. Alors, on a pas mal de pissenlits, on a pas mal de petites choses qui reviennent sur le terrain. Bon, il y a aussi la présence de ciboulettes sauvages, voilà, c'est assez riche. Et on voit que tout ça, c'est en train de se mettre en place. C'est en train en très peu de temps, ça fait moins d'un an. Donc il y a tout qui est en train de reprendre forme, sans que nous on ait fait la moindre action. On n'a rien changé hein. En tant qu'humain, on continue à tailler, tondre la pelouse, voilà. Et ce plantain, il est très très bon gustativement. Enfin moi j'adore. On peut en faire des jus, on peut en faire plein de choses, et on peut avoir les boutons fleuraux aussi qui ont un goût de champignon. On en parle de plus en plus. J'ai l'impression en ce moment que toutes les semaines, chaque fois que j'ouvre un livre de cuisine qui nous parle un peu de plantes sauvages ou de nature, on parle du plantain. Et c'est aussi une plante qui, moi les boutons fleuraux, j'ai gardé donc cette plante qui justement bio-indicatrice et autres. Moi je garde les boutons fleuraux, et quand ils sont vraiment sur la fin, qu'on peut les effriter avec 2 doigts, et ben je vais prendre toutes ces graines et je vais les mettre pour nourrir les oiseaux. Donc on revient dans des cycles. Je vais en consommer une bonne partie, et une fois que je vais pas tout prendre,
Et à un moment donné, je vais pouvoir Et les enfants, en plus, c'est très pédagogique. C'est très ludique. Ils prennent, ils effritent, ils mettent ça dans un petit seau. Ils font leurs petites boules. Soit on fait des... ça dépend des lieux. Mais soit on fait des bombes... alors généralement, c'est pas avec le plantain. Mais soit on fait des bombes de graines. Donc c'est-à-dire, on prend de l'argile, on prend de la terre, de la glaise. Donc on a trouvé, on prend une pelle, on sait où il y en a et voilà, on prend un peu de glaise, on fait des petites boules en mettant plein de graines dedans. Ça peut être de l'onac, ça peut être un tas de choses. Généralement on essaye beaucoup de mellifères et on va faire des bombes de graines pour reproduire enrichir des jachères fleuries, en gros. Et on peut aussi s'en servir pour faire des boules de graisse. Alors moi j'évite les boules de graisse, je préfère nourrir dans des mangeoires, en mettre régulièrement, quitte à venir tous les jours pour éviter que ça pourrisse. Mais voilà, on a un champ des possibles quand on se met à connaître, qui est énorme, et surtout avec les plantes sauvages, il y a toujours à découvrir, hein, il y a toujours à faire. Et il y a des plantes, on sait que si elles préfèrent être à l'ombre à tel ou tel endroit, on sait que il y a peu de chances que si à cet endroit-là on va avoir par exemple de l'ortie, c'est parce que au niveau du fer, il y a beaucoup de fer dans le sol aussi. Donc quand je vais vouloir moi mettre tel ou tel type de légumes, je vais devoir amender ou mettre d'autres types. Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, hein, mais au niveau de l'indication du sol, on sait que sans avoir fait de test, on sait qu'on aura un travail qui sera différent, qui sera à faire. Et juste en observant en fait, en observant ce qu'on a devant nous. J'ai pas besoin de... Parce que l'étude du sol, on peut le faire soi-même aussi, mais du moins le plus basique, tout ce qui est le plus basique. Hein. Après, dès que c'est au niveau des minéraux, dès que c'est très très plus spécifique, mais si c'est juste au niveau des strates, savoir ce qu'on a, si c'est plus limoneux argileux, ou, voilà, il y a plein de... le gravier, tout ça, on peut voir, rien qu'en faisant centrifugeuse, avec, on prend une bouteille en plastique qu'on va couper en deux ou un pot en plastique transparent. Ça c'est la petite astuce pour tes abonnés. Et on va le remplir d'eau, on va mettre de la terre, donc les personnes vont prendre de la terre. Généralement on essaie de remplir un quart. Et après on va prendre un bout de bois et on va faire centrifugeuse, donc on va tourner et ça va faire un petit tourbillon. Et après, on va laisser reposer ça au moins, alors minimum 24 heures. Moi, je pense que le mieux, c'est vraiment 48 heures pour vraiment avoir tout qui se repose. Et là, on va observer. Et on va regarder ce qu'il y a dans la bouteille. Et on va voir les dominances. Mais évidemment, suivant l'endroit, ça peut être à 10 mètres près, ça peut être différent. Surtout dans les terrains modernes où on a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de constructions. Et des apports de gravier, de ciment, voilà. Donc pas hésiter à prendre à plusieurs endroits et à le faire. Et au plus, ça aussi, très ludique. Même j'ai vu des personnes qui avaient 80 ans qui riaient aux larmes en faisant ça. Donc je pense que ça peut plaire à tous. Et même les gens qui n'ont jamais touché à terre, revenir aux sources. Génial, génial, merci pour ce partage. Tu parlais tout à l'heure de tes jardins et de comment est-ce que tu étais parti de certains lieux et que tu les avais aménagés d'une certaine façon. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça et des visites qui en ont découlé, du coup, de qu'est-ce que tu as fait comme travail là-bas ou comme œuvre? Alors, le premier travail qui a pu être fait, donc c'était à la Haute-Ville, dans le terrain que Lionel me prêtait. Donc j'y suis plus, depuis j'ai déménagé mes plantes et ce que je faisais. Mais lui, il est vraiment dans une optique de couper pratiquement aucun arbre. Donc il est quand même sur plusieurs hectares. De reproduire des zones humides et des mares. Donc lui, sa passion, c'est de creuser ça à la main. Donc c'est un personnage. Et il avait déjà eu des personnes qui s'étaient lancées en permaculture mais qui n'étaient pas allées très très loin sur son terrain. Et en fait, du coup, moi je suis arrivé sur un endroit où ça avait servi avant Lionel, hein,
bien avant lui, ça avait servi à moitié de déchetterie. Il y avait des morceaux en béton, il y avait quelques arbres qui avaient été coupés. Et moi, dans ma passion, j'avais fait une formation en forêt nourricière, entre autres, parmi toutes les formations que j'ai pu faire. Mais celle-là m'avait bien marqué, avec Jérémy Rizou, voilà, très génial, vraiment un formateur exceptionnel. Et de ça, j'avais eu envie de le mettre en pratique. Moi, chez mes parents ou dans d'autres terrains, j'avais pu faire un tas de tests. Mais là, à grandeur de plusieurs milliers de mètres carrés, c'est quand même un autre défi. Puis tout seul. Parce que Lionel, lui, se concentrait vraiment sur ces mares et zones humides. Je suis arrivé, j'ai observé. Donc j'ai nettoyé tout ce qui avait pu être fait en déchetterie. Bien évidemment, avec le temps, parfois tu plantes une pelle et t'as que des feuilles, en dessous tu découvres des trucs. Mais une grande partie était quand même saine. Et du coup, il y avait des souches qui avaient été coupées, donc je me suis dit, bah, tiens, comment est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Il y avait un autre endroit où il y avait des coulmelles qui étaient formidables. Du coup, comment essayer de multiplier, comment essayer de faire, comment essayer d'agir. Il y avait il y avait des comment ça s'appelle, des aubépines. Donc voilà, j'ai essayé de plein de chênes et j'ai essayé vraiment d'arriver au milieu il y avait une belle mare qui était en train de construire, parce que du coup il creusait un peu partout. Et moi j'ai eu envie de faire des arches à un moment donné, donc de mettre des fleurs et de me servir d'une plante qu'il y avait là. Donc il y avait des pétacites aussi, donc je me suis dit bah, tiens, on va s'en servir pour couvrir le sol, c'est super. Moi j'ai ramené des plantes, mais j'essayais d'avoir forcément j'avais une interaction, mais j'essayais d'avoir un impact minime, de faire des décorations, parce que forcément si tu reçois du monde, pour donner un attrait, une envie, c'est comme ça qu'il y a eu oui, 250, peut-être 300, je sais pas, je m'étais arrêté je crois à 250 de compter. Mais oui, de recevoir des enfants, des adultes et autres, et de faire ces sculptures, de faire un petit ourson. J'avais fait un petit ourson à l'entrée, j'avais fait voilà, une fée. Et par contre, aucun fruitier à cet endroit-là, parce que les arbres, je laissais vraiment faire. Il aurait fallu certainement, enfin du moins d'après mes connaissances, après on est toujours en train de découvrir, mais il aurait certainement fallu d'un besoin de soleil, donc vu la hauteur des arbres où j'étais, il aurait fallu que je coupe. Moi je voulais pas, donc il n'y avait que des petits arbrisseaux. Framboisier, cassissier, noisier. Mais j'ai mis aucun fruitier. Mirabellier et autres, j'en multiplie chez mes parents. J'ai la chance qu'ils aient un terrain aussi. Mais là, spécifiquement, non. Et dans le nouveau terrain, je suis arrivé. L'objectif était plus. On m'avait demandé un petit peu. C'était vraiment de l'éducation à la permaculture, parce qu'ils avaient voulu, les animateurs précédents avaient voulu faire de la permaculture, mais ils avaient juste regardé une vidéo, et là ils commençaient à se lancer. Donc il y a plein de choses qui étaient, on se sert de plastique pour de la permanence, c'est pas forcément, voilà, forcément des petites erreurs, des petites choses, je sais même pas si c'est des erreurs, mais des petits apprentissages. Et moi je suis arrivé là-dedans et on m'a donné carte blanche. Et petit à petit, je me suis, donc au fur et à mesure des années, je me suis laissé aller à m'agrandir, à me mettre derrière un préfabriqué que personne ne voulait, qui n'était pas entretenu, où il y avait beaucoup d'ombre, à me servir de cette ombre pour un grand mur avec du lierre terrestre. Si, il y a du lierre terrestre, mais il y a aussi du lierre grimpant. Et du coup, plein d'abeilles qui sont dedans. Je me suis dit, bon, je vais m'en servir. En même temps, vu que c'était déjà présent, on m'a rien dit au niveau des enfants. Il n'y a aucun risque. Et mettre des plantes.
Donc je me suis mis, vu qu'il y a des enfants juste à côté dans le préfabriqué, je me suis dit on va essayer de faire quelque chose tout en étant dans la nature, hein, mais de faire quelque chose qui va les faire rêver. Donc au début j'avais fait le jardin de la magie, donc je m'étais mis à faire plein de petits en bois, plein de petits panneaux, interdiction, c'est les choses qui me viennent en tête, mais interdiction d'utiliser un balai volant ici, voilà, par exemple à l'entrée du jardin. Et il y en avait beaucoup qui au début, mais pourquoi t'as mis ça? Et les petits qui par contre rentraient dedans. Et pareil dans l'univers. Il y avait le portail de téléportation aussi, donc c'était deux beaux poteaux avec une pancarte au-dessus marquée portail de téléportation. Derrière il y a le mur et sur les côtés il y avait des lavandes avec donc fleuries. Et il y avait aussi je sais plus, c'était une plante grimpante qui faisait des belles fleurs. Je saurais plus dire. Mais voilà. Et donc ça, c'était le début. Mais après, maintenant, ça évolue. Ça évolue avec la grainothèque. Donc on essaie d'avoir des... On est plus dans le... Comment dire? Dans l'expérience. On va expérimenter tout un tas de choses. Là où on était esthétique et un peu médiéval, essayer de revenir. Moi, j'avais plein d'espèces anciennes. J'ai eu des problèmes aussi avec des coupes. Il y a maintenant un an et demi, j'ai eu le terrain qui a été. J'avais des groseilliers, des cassissiers qui étaient immenses. Et malgré que j'ai le soutien de la mairie, ils avaient embauché pour l'été des personnes qui connaissaient pas les plantes sauvages. Et même si j'avais mis tous mes panneaux, j'ai eu tout qui a été ravagé. Et pas grave, on rebondit. Et du coup, on a créé la grainothèque avec Séverine, cette maman d'élève, et avec Laetitia aussi. Et du coup, pour le moment, on est 3. J'espère qu'on sera un peu plus. Mais on se laisse pas abattre et on continue. Et là, ce qu'on est en train de créer, c'est vraiment des exemples. Essayer de montrer aux gens qu'on peut faire. Que les buts, oui, ça peut être bien, on peut faire comme ça, mais on va pas faire tout en but. Donc on va faire le haut, et il y a eu plus, c'est à côté du préfabriqué, donc il y a eu beaucoup de matières qui ont été ramenées depuis des dizaines et des dizaines d'années du marronnier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vers le bas, on a un autre type de sol, donc comment on va envisager ça? Et aussi d'avoir un petit côté déco. Pour le moment, on n'est pas encore parti sur la magie, mais je pense que je vais soumettre l'idée. On aura certainement ce genre de choses, les fées. Moi, j'aime bien faire rêver, et les adultes aussi, on se marre bien. Faut pas oublier que nous aussi, on est bon public, et toujours avoir aussi une interaction forcément avec le sauvage. Plantes sauvages, mais aussi là, on n'en voit plus par chez moi, mais hérissons. On fait toujours des petites cabanes. Les oiseaux, là, on en a plein. Et on voit aussi tout ce qui est en train de revenir. Il y a des espèces qui étaient un peu plus éloignées, qui s'éloignaient un peu du centre du village, et là ça revient. Mais aussi parce qu'on leur donne de la nourriture. Enfin, on va pas. On a créé des petits mangeoires, mais la nourriture qui va être mise, ce sera que quand il y a des grands froids. Mais sinon, c'est surtout directement en mettant, je sais pas, des chardons-maries. Normalement, dans un jardin, tu vas les retirer. Parce que les gens peuvent se piquer, attention. Là, tu apprends aux enfants que non, c'est pas une mauvaise herbe, que la fleur, elle peut être assez jolie, qu'on peut même la consommer, que dans ce que j'avais lu, c'est quand même à l'époque antique, c'est les Grecs qui ont fait des croisements, et il me semble qu'il y a le chardon-marie, et que ça a créé l'artichaut. Donc tu as des ancêtres, tu as des plantes sauvages, tu as les géraniums sauvages, qui ont donné les géraniums qu'on a maintenant. Enfin, tu as tout un tas de choses. Si tu mets dans ton jardin, si tu essaies de faire quelque chose qui plaît énormément, c'est le mille-pas. Donc ça, c'est d'Amérique latine. C'était les Incas, ou les Mayas. Là, pour le coup, je suis vraiment pas sûr. Mais qui s'en servaient. Donc, on va servir de haricots, courges et maïs.
Donc le maïs, ça va être le pivot. Donc c'est ça qui va servir aux haricots de monter. Et on va voir la courge au pied. On se rend compte aussi que les haricots, en captant un trop plein d'azote, ils vont amener dans le sol un surplus. Quand eux ils ont un surplus, c'est pas qu'ils ont des copains, mais c'est pas qu'ils sont amis, mais c'est que voilà, dans la nature ils vont lâcher un peu plus. On va avoir aussi la courge qui du coup va couvrir le sol, donc va garder l'humidité. Donc quand tu arroses une plante, t'en arroses trois. Et du coup, tu as vraiment une gestion de l'espace. Alors après, nous, on a quand même un grand espace, mais on montre quand même aux gens qu'on peut faire, même si tu es sur du bitume, en pleine ville, que tu as juste un carré, comme on voit beaucoup les carrés potagers, et tu peux mettre ça. Tu peux avoir trois plantes, même si c'est juste euh, euh, pédagogique, pour pouvoir montrer aux gens que là il y a du maïs, là il y a de la courge et il y a aussi des haricots. Euh, c'est très à la mode, hein. On en parle de plus en plus, mais nous ça fait, je pense que c'était il y a 6-7 ans qu'on avait déjà commencé, et on le voit un peu partout. Et ça marche, ça plaît, et au final c'est un truc c'est une technique qui existait quand même. Si je dis pas de bêtises, ça m'étonnerait pas que ce soit 500 ans minimum, mais peut-être 1000 ans, hein, peut-être plus. Donc on n'a rien inventé. C'est comme la permaculture, on parle beaucoup de permaculture, mais en fait c'est un mélange de techniques que les anciens utilisaient, enfin pour moi, hein, comme l'agroécologie et autres, qui est maintenant amélioré via la science. Parce qu'on peut prouver, on peut dire tiens il faisait ça, ou tiens il faisait ça, mais c'est pas terrible, vaut mieux quand même essayer pour le sol, la vie des sols, de comprendre un peu ce qui se passe, toute cette microbiologie, tous les champignons, toutes les interactions qu'il peut y avoir, et les animaux, et aussi par rapport aux enjeux de notre siècle. Parce que y a des températures qui sont différentes, il y a un tas de conditions qui sont plus les mêmes d'un globe, dans un endroit du globe à l'autre, et de s'adapter. Donc on évolue. Merci, c'est super intéressant. Puis avec l'époque dans laquelle on vit, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent être peut-être à anticiper du fait que il y a des changements au niveau des températures, des extrêmes de température et toute une évolution dans ce sens-là. C'est vrai qu'on peut, dans l'optimisation par exemple de l'arrosage dont tu parlais, ou que ce soit peut-être dans le choix des essences qu'on va implanter, peut-être que le maximum de diversité comme dans la nature, que ce soit des espèces nordistes, sudistes et locales, c'est peut-être un savant mélange pour justement plus de résilience et plus de biodiversité. Et je me posais cette question, toi, comment est-ce que tu perçois l'avenir? Parce que si on parle de cet aspect environnemental, écologique ou autre, on peut être très pessimiste dans certains cas ou en colère et en même temps si on regarde d'un autre côté on peut aussi peut-être avoir aussi de l'espoir et dans la transmission auprès des enfants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton regard là-dessus? La colère, des sentiments un peu comment dire, très contradictoires. Quand tu me parles c'est ce qui me vient quand tu me poses cette question, c'est que oui, parfois il y a de la colère. Je sens cette colère qui peut être en moi aussi, une envie d'agir, de voir que c'est comme si ça manquait encore d'éveil, de pulsation, alors qu'on y est dedans. En même temps, il y a l'inverse, en moi je me dis mais mes parents ils consommaient bio, ils mangeaient des graines germées, à l'époque on leur disait vous êtes des poussins, voilà, on vous donne des petites graines, voilà. Et maintenant ça devient normal. Le bio c'était un peu le truc du terme que tout le monde emploie, bobo, alors qu'en fait au final on est tous le bobo de quelqu'un, mais alors qu'au final, eux, ils étaient juste, ils mettaient leur argent là-dedans. Ils partaient moins en vacances, ou dans la famille, mais ils se faisaient du bien gustativement, ça leur faisait plaisir. Et en même temps, il y avait aussi cette conscience d'agir. Et moi, je vois qu'on n'a jamais eu autant
Alors, bio, ça veut tout dire et rien dire, hein, de nos jours, mais on a aussi toute une mouvance, tout un tas de producteurs, de maraîchers, de, de cultivateurs, de paysans. On revient vraiment au mot paysan. On a l'impression qu'il n'y a que exploitants agricoles, le mec qui engage des gens qui vont venir sur son champ, qui vont venir semer, qui vont venir... voilà. Alors qu'en fait, non, il y a beaucoup de questionnements et d'actions qui se mettent en place. Et même la personne qui va venir traiter son champ va réfléchir. Maintenant, alors ça reste compliqué, mais on a des discussions et des consciences qui se mettent en place. Bien sûr que c'est ça aussi qu'il y a à voir, c'est que ça se fait pas en un claquement de doigts. On a la chance d'avoir un monde qui est entre l'ancien et le nouveau. Maintenant, on est beaucoup dans le nouveau et on a du mal à voir qu'il y a peut-être un équilibre et que notre essence, à nous, c'est peut-être plus dans... comment dire, dans une énergie à transmettre à l'autre, à pouvoir avoir quelque chose qui va se régénérer, que quelque chose qui va être consumé. À cette époque un peu consumériste, on est, pour moi, hein, c'est ma vision, mais on est au summum du n'importe quoi. On voit que ce soit des émissions de télé, des choses qui, oui, moi, me parlent pas et même je trouve abrutissant, mais sans aucun jugement. Je trouve que oui, on est juste dans une constatation, on est dans des façons de consommer qui sont absolument pas en conscience. Il y a un réel besoin de se reconnecter, de revenir aux sources et à la consommation plus locale, plus réfléchie, plus humaine. Revenir vraiment à penser à ce qui nous entoure. Et là, pour le moment, c'est pas le cas. Mais il y a beaucoup de gens qui se mettent à réfléchir, à bouger, à être dans l'action. Plein d'initiatives, que ce soit au niveau associatif, au niveau humain, que ce soit au niveau de l'enfant, au niveau des entreprises. Même si pour le moment on est beaucoup encore dans l'image, on se rend compte qu'il y a des actions à mener, des choses à réviser, des choses à transformer. Le changement n'est pas encore maintenant, il a du mal à se mettre en place, à se mettre en action, mais c'est en train d'arriver. Voilà, donc moi je suis pas du tout pessimiste. Je crois beaucoup en la capacité de la nature d'évoluer et dans les énergies de revenir vers quelque chose de plus essentiel. Merci. On arrive vers la fin du podcast. Donc je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Je pense que ce qui vibre en moi, ce serait d'observer, d'écouter. Et oui, le mot amour, voilà, ça vibre beaucoup. Quand on fait quelque chose, qu'on le fasse avec amour. Et je pense que si on le fait avec amour, on fait forcément les choses en conscience. L'amour, ça peut être d'évoluer, de donner quelque chose forcément sans rien attendre, ou en attendant quelque chose, parfois de soi-même. Mais oui, vraiment d'être dans une prise de conscience, dans une action, que si on fait les choses avec amour, le cycle des choses, on doit le mettre en place. Sinon, c'est qu'on est faussé. Pour moi, si on n'est pas capable de se dire tiens,
mon action aura telle ou telle répercussion, c'est quand on a du mal à être dans l'amour. Et donc oui, mon message c'est aimons ce qu'on fait et en conscience. Merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin. Merci à toi. Donc, si vous voulez retrouver les différentes informations pour suivre les activités de Jean-Baptiste, vous trouverez tous les liens dans la description. Et puis, si vous souhaitez soutenir le podcast et participer à la plantation de forêts nourricières, forêts comestibles, vous pouvez faire un don et vous trouvez également toutes les informations pour ceux dans la barre d'infos. Encore un grand merci Jean-Baptiste. Merci à toi Benjamin. Merci à tous et à toutes. Et à bientôt pour un prochain podcast. Merci Laïe.